journaliste politique, promoteur de Nadia TV, c'est un web média. Il est également écrivain, auteur de 4 livres déjà, dont le premier est Programmé pour échouer, paru en 2010. Le second, La tragédie des lions indomptables, paru en 2014. Le troisième, qui fera l'objet de notre échange, Accordé avec fraude, paru en 2019. Et enfin, le quatrième, Jean Ramos Sokoudjo de Bikok à Bamenjo, paru en janvier 2020. Je l'accueille sur ce plateau, Monsieur Jean Bonotani, bonjour et bienvenue au Carrefour des célébrités, cette émission Un jour une célébrité. Bonjour, merci de m'avoir invité. Sentez-vous chez vous, chez nous? Avec plaisir. D'accord. Vous avez été directeur général adjoint en charge de l'information à Canada International. Oui. Pourquoi avez-vous quitté ce média? Bon, la vérité est que j'en ai été viré. Donc, je n'ai pas quitté, j'ai été viré de Canal 2. Ça va bientôt faire 1 an. Donc, je suis parti de Canal 2 depuis bientôt 1 an. Et voilà, je travaille maintenant pour Naya Production, comme vous l'avez dit. Et quelles ont été les raisons de ce virement? J'avoue que je ne me souviens même plus très bien. Il n'y a pas eu de raison officielle, mais toujours est-il qu'il semble que je dérangeais un certain nombre de personnes. Et donc, il y a eu un certain nombre de pressions sur mon patron de l'époque et qui a abouti à mon suite à votre programme, La Grande Interview? Oui, mon émission, mon indépendance. Oui, pas une émission à proprement parler politique, c'était une émission d'entretien assez variée. On parlait de politique évidemment, on parlait de sport, on parlait de culture, on parlait d'économie et de tout cela. Bon, ben, il se trouve que je suis quelqu'un de plutôt libre qui dit ce qu'il pense, quel que soit ce qu'on peut en penser. Et donc c'est une attitude qui ne semble pas beaucoup plaire au sommet de l'État du Cameroun et c'est pour cela qu'on a demandé que je sois viré. La pression a été assez forte quand même sur mes patrons parce que j'ai un certain nombre d'informations à un niveau assez élevé qui m'ont expliqué très clairement comment les choses se sont passées. D'accord. Et désormais, vous vous consacrez uniquement à Naija TV? Oui, je me consacre à Naya TV et j'ai également la possibilité de faire beaucoup d'autres choses, à quelque chose malheur et bon. Depuis que je suis parti de Canal 2, j'ai publié 2 ouvrages déjà. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a Accordé avec fraude et puis le plus récent, c'est un livre sur la biographie, c'est un peu les mémoires de Jean Ramos Sokoudjo que j'ai eu l'honneur d'écrire et je me sens très honoré. Donc je n'ai pas vraiment chômé depuis bientôt 1 an. D'accord. Voilà. Accordé avec fraude, paru en 2019, Oui. met l'accent sur l'élection présidentielle au Cameroun de l'année 2018, ainsi que les différents candidats. Ouais. Dans le chapitre 3, exactement à la page 89, vous parlez de l'unité du Cameroun qui est menacée par la guerre au nord-ouest et sud-ouest et qui a fait près de 40 000 déplacés et trop de morts déjà. Ouais. Selon vous, comment pouvons-nous résoudre cette crise et stopper la guerre vu l'échec du grand dialogue national? Alors, le bilan auquel vous faites allusion est assez minoré par rapport à la situation actuelle. Parce que quand j'écrivais le livre, effectivement, c'était ça, les chiffres officiels rendus publics par des ONG internationales comme International Crisis Group, Human Rights Watch, ainsi de suite, beaucoup d'autres ONG qui donnaient des bilans qui étaient à peu près ceux-là. Donc la situation aujourd'hui a considérablement évolué dans le mauvais sens, parce qu'aujourd'hui, en fonction des sources, on parle d'au moins 3000 morts et plusieurs centaines de milliers de déplacés. Non seulement ceux qui sont réfugiés au Nigeria et les déplacés internes, ceux qui se réfugient dans les autres villes du Cameroun où ils peuvent être un peu tranquilles, sans compter les populations qui sont dans les brousses. Donc sur le plan humanitaire, c'est une crise qui est assez importante, qui est assez dramatique pour le Cameroun. C'est la première véritable crise qu'on ait dans ce pays, si on oublie, ou alors si on ne parle pas de la guerre d'indépendance que le Cameroun a menée dans les années 50 contre le colonisateur français. Alors vous me demandez
comment mettre fin à cette crise. D'abord, vous faites bien de remarquer, comme moi, que le grand dialogue national a été un échec. C'était une fumisterie parce que le gouvernement, au lieu d'organiser un véritable dialogue avec les parties prenantes, avec ceux qui sont véritablement impliqués dans cette crise, a essayé d'organiser une espèce de foire avec des petits copains où on causait, où on mangeait des petits fours et tout ça. Et finalement, on se rend bien compte que ça a été un coup d'épée dans l'eau. La crise rejaillit de plus belle, les tueries deviennent graves et le dernier acte en date qui est en train de choquer la communauté internationale, qui est en train de choquer le monde entier, ce sont les 22 morts qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps en Garbou, dont des femmes, des enfants et au moins une femme enceinte qui a été tuée. Donc le niveau de cruauté n'est plus à expliquer. Le seul moyen de sortir de cette crise, c'est que le gouvernement fasse preuve d'un peu moins d'arrogance, discute avec toutes les parties pour trouver un terrain d'entente. Parce qu'après tout, ce sont des Camerounais qui se font tuer, que ce soit les sécessionnistes ou les forces armées camerounaises, c'est des morts dont on n'avait pas besoin. Des morts de trop. Oui. D'accord. Parlons à présent du triangle de la mort, cité à la page 90 du chapitre 3. Triangle de la mort ici pour désigner l'axe Yaoundé-Douala-Bafoussam. Oui. Un triangle plutôt accidentogène. Oui. Et comme vous l'avez dit dans ce livre, en 2007, entre janvier et août, on a compté près de 4190 accidents, dont 179 mortels, selon les chiffres donnés par le ministre de la Communication. Qui accusez-vous et que proposez-vous pour y remédier? Alors d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je parle effectivement du triangle de la mort. Dans mon livre, c'est le chapitre 3, là où je parle du président Paul Biya, qui a été candidat à sa propre succession. Et j'essayais de rappeler un peu son bilan. Parce que quand vous présentez à une élection, si vous êtes candidat sortant, la moindre des choses, c'est de présenter votre bilan. Et je présente un bilan qui est absolument désastreux sur le plan infrastructurel. Je montre par exemple que en plus de 50 ans d'indépendance, on a été incapable de construire des autoroutes qui peuvent relier Yaoundé et Douala, les deux principales villes du pays. Ce n'est pas très glorieux quand même. On n'a pas pu faire une route acceptable entre Douala et Bafoussam, et puis Bafoussam-Yaoundé. C'est ce qu'on a appelé le triangle de la mort, c'est les routes qui sont particulièrement accidentogènes. On peut multiplier des exemples de mauvaises routes qui n'ont pas été faites dans la partie septentrionale du Cameroun, c'est la catastrophe totale. Donc c'est un chapitre dans lequel je rappelle un peu le bilan du candidat Biya à l'élection présidentielle de 2018. Alors, pour réduire les accidents, il faut simplement qu'on fasse des routes qui soient acceptables, des routes qui soient grandes et matérialisées. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. On a l'impression que construire une route, c'est simplement mettre du bitume et puis plus rien. On ne matérialise pas les routes, les gens roulent un peu n'importe comment, personne n'est dans un couloir. Bref, les choses ne sont pas bien faites. Il faut éduquer, mais il faut commencer par faire des routes qui soient aux normes internationales. Et je ne vous parle pas de la France, des États-Unis ou bien de l'Allemagne, même dans les pays africains, on voit des routes qui sont à peu près correctes. Donc on peut faire la même chose chez nous. C'est vrai, on me répondra pour me dire que voilà, même chez les Blancs, parce que les gens ont des réponses à tout, même chez les Blancs, il y a des accidents et tout. On est bien d'accord, sauf qu'il faut commencer par faire les choses bien. D'abord, les vraies routes, et ensuite, on va éduquer la population sur comment utiliser les autoroutes, ainsi de suite. Quand vous regardez dans un pays comme le nôtre, on a pratiquement banalisé les morts dus aux accidents de la circulation. Vous apprenez Yaoundé-Douala, 30 morts sur le carreau, et ces morts-là n'ont même pas, ne bénéficient même pas de l'hommage des autorités. Même pas le sous-préfet du coin où l'accident a eu lieu ne se rend sur le terrain pour pleurer avec les victimes. Je ne parle pas du ministère des Transports qui en général n'est pas au courant. Je ne parle pas du Premier ministre ou du Président de la République. C'est le cadet de leurs soucis. Je pense que c'est inacceptable. On ne peut pas, dans un pays, créer des conditions qui font la mort tous les jours. Si vous êtes président de la République aujourd'hui, oui. Quelles sont vos solutions? Quelles seront vos solutions pour y remédier? Le président de la République, c'est un chapeau un peu grand pour moi. Pour l'instant, je suis journaliste. Je me contente également d'écrire des livres. C'est la contribution que je peux apporter à l'évolution
démocratique et même le développement de notre pays. Je pense que chacun doit jouer son rôle. On n'a pas besoin forcément d'être un président de la République pour apporter une contribution à l'évolution de son pays. Mais puisque vous me posez une question, je ne vais pas fuir, il faut que j'y réponde. Moi, président de la République, je construirai simplement des routes. Est-ce que les autres qui ont des vraies routes dans leur pays font la magie? Il suffit simplement de le vouloir. Quand on est président de la République, son objectif, oui, son objectif ne doit pas être simplement de rester au pouvoir. Son objectif doit être de laisser des marques, de se dire, quand je ne serai plus là, on retiendra que j'ai construit la route qui relie les deux principales villes du Cameroun et qu'on peut présenter même comme modèle de bonne route en Afrique. On ne peut pas être des modèles uniquement pour des choses qui sont négatives. On peut être des modèles pour des choses positives. Moi, j'ai été au Ghana en 2008. Vous savez, j'ai été journaliste sportif et cela m'a permis d'énormément voyager, oui, d'énormément voyager, surtout dans les pays africains. Quand vous arrivez dans un pays comme le Ghana, pendant la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana en 2008, on partait d'Accra pour Kumasi, c'est pratiquement 500 km et c'était sur une autoroute large comme ça dans un pays africain qui s'appelle le Ghana. Et je ne voudrais pas multiplier d'autres exemples. C'était pareil quand nous on devait aller à Tamale qui est un peu plus au nord, c'est un peu l'équivalent de Garoua par rapport à Yaoundé. C'était également sur des autoroutes. Qu'est-ce que ces gens-là ont de plus que le Cameroun? C'est simplement qu'il y a une volonté politique qui est là, c'est qu'ils ont des hommes d'État qui pensent à ce que l'histoire retiendra d'eux, et il y a également la démocratie parce qu'il y a au moins 4 anciens présidents au Ghana qui sont encore en vie et qui se rencontrent régulièrement. C'est beau, non? Oui, voilà. Quelles sont les difficultés qu'un journaliste politique rencontre sur le terrain? Alors la première difficulté, c'est l'étiquetage, parce que au Cameroun, malheureusement, on aime les raccourcis, c'est-à-dire que dès que vous êtes critique, vous êtes de l'opposition. Ce qui personnellement ne me dérange pas, c'est plutôt rassurant, parce que si on dit que vous êtes du pouvoir, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ça qui me dérangerait un peu. Ouais. Bon, l'autre chose également, c'est que nous avons un personnel politique qui ne communique pas, qui parle très peu. Donc les journalistes politiques n'ont pas souvent accès à des sources officielles, à des sources A1, comme on dit. En général, on se contente de bribes d'informations et tout. Et c'est pour cela que l'analyse politique est assez pauvre dans notre pays. Quand vous avez également un président de la République qui est absolument silencieux, ne parle jamais, on interprète ses gestes, ses silences, ses attitudes, ses non-dits, ses mimiques, les manières et tout ça là. Donc l'analyse politique au Cameroun, notamment en ce qui concerne le président de la République, consiste à interpréter ses silences, à interpréter ses poignées de main chaudes ou froides et tout ça. C'est absolument ce n'est pas risqué d'interpréter? Ben oui, c'est effectivement risqué parce que parfois les gens se lancent dans des analyses qui n'ont rien à voir certainement avec ce que le président de la République voulait faire. Mais la nature horreur du vide, les gens n'ont pas d'autre moyen que d'analyser cela. Et le président de la République est tellement conscient de cela qu'il fait exprès. Vous voyez, quand il y a par exemple des cérémonies comme la cérémonie de présentation des vœux, c'est une cérémonie que j'adore. J'adore parce que ça montre le niveau de nullité politique dans lequel nous sommes dans ce pays, parce qu'on se contente d'apprécier ou alors d'interpréter. Ah, le président de la République, quand il a salué tel ministre, il avait l'air en colère. Ça veut dire qu'il va sortir du gouvernement. Ah, il a salué tel, il a causé avec lui pendant 30 secondes, et on dit, ah ouais, il adore, et tout ça. Donc voilà en quoi consiste l'analyse politique au Cameroun, c'est absolument extraordinaire. Donc ça, c'est ce qu'il y a comme difficulté lorsqu'on veut être un acteur politique. Et l'autre chose également, c'est qu'il y a une certaine connivence entre les journalistes, ce qui n'est pas bien, entre les journalistes et les acteurs politiques. Les journalistes doivent être indépendants, ne doivent travailler que selon leur conscience et non parce qu'ils seraient stipendiés ou alors qui seraient à la solde de tel ou tel acteur politique, parce qu'à partir de ce moment-là, cela fausse l'analyse, cela fausse, je veux dire, le positionnement même du journaliste. Accordé avec fraude, votre 4e ouvrage, où s'en procurer? Mais écoutez, le livre, alors il y a eu une rupture de stock, le premier tirage, et l'éditeur a réimprimé. Donc les livres sont de nouveau disponibles à la librairie des Peuples Noirs à Yaoundé, ici à Douala, disponible à la librairie
mais ça presse. Et je pense que le livre est également disponible, bon, je ne connais pas très bien Douala, mais Des dans contacts? d'autres points de vente. Je vous donnerai les contacts un peu plus tard, oui, parce que je ne les ai pas en tête. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Alors, Monsieur Jean-Marie Tani, merci d'être passé par ici. C'est moi. Je vais lever mon mug. Oui. Je vous invite à lever le vôtre. Oui. Je vous souhaite beaucoup de courage. C'est très gentil. Beaucoup de persévérance. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre célébrité. Portez-vous bien.